Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo un petit peu particulière. Je vais passer quelques minutes à faire un gros coup de gueule contre Warren Buffett, qui est un être supérieur émotionnellement, intellectuellement, et pourquoi je pense que cet individu fait un mal monstrueux, mais littéralement monstrueux, à tous les épargnants, à tous les investisseurs, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette deuxième partie de la vidéo. Le pire, c'est que certains interprètent ses ventes. Il a récemment vendu ses Apple. C'est arrivé un peu avant la crise japonaise. Et beaucoup pensent que il avait prévu la crise japonaise. Non, Warren Buffett, il prévoit rien du tout. Il achète une boîte, il regarde que les statements et c'est tout. Et dès que c'est valorisé un peu trop cher, il fait du rééquilibrage et c'est... Mais cet être-là n'est pas du tout dans la prédiction, il n'est pas du tout en train de gérer de la volatilité sur son portefeuille, il n'en a rien à faire, hein, moins 70%, il vit avec en étant tranquille, chose qui n'est pas votre cas. Donc je vais vous parler de l'or cette semaine avec une petite anecdote de mon entourage très proche, et puis voilà, enfin bref. Je vous lance sur la vidéo, mais voilà, c'est un coup de gueule, arrêtez de suivre Warren Buffett, vous pouvez le faire pour votre éveil de conscience, pour votre culture générale, mais ne prenez surtout pas les recommandations de Warren Buffett comme des choses que vous devez suivre. Ça ne marchera pas et ça ne... En fait, ça n'a... De mon entourage, de tout mon entourage, ça n'a jamais marché. Ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Ça n'a jamais marché pour personne. Donc il y a très peu de probabilités pour que ça marche pour vous et vous allez découvrir pourquoi dans cette vidéo. Allez, rapide analyse du Bitcoin cette semaine. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, le petit pivot à l'intérieur de cette consolidation a été cassé ici. Donc là, ça veut dire que déjà, ça va être en ligne de mire, hein, le vrai grand pivot de cette pattern qui va être en jeu. Et donc là, je vais déplacer ça. Voilà, comme ça. Et donc là, ça va plutôt être ce scénario-là qui va être en jeu au cours des prochaines semaines. Donc l'idée, vous me connaissez, vous avez l'habitude, il faut qu'on ait un break de volatilité en dessous de ce pivot pour qu'on ait un trade qui s'approche d'un cas d'école pour qu'on éventuellement ait une prise de position spéculative. Donc c'est moi ce qu'il va me falloir pour que je prenne un trade directionnel purement spéculatif, hein, dans le style de ce que j'ai fait sur les deux derniers bull market. Donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas voilà, ce pivot là, il a besoin d'être travaillé au cours des prochaines semaines et s'il est breaké par le nord, boum, on se retrouvera potentiellement dans un nouveau bull market et on pourra enfin casser cet ATH et certains pourront dire waouh, on a une super tasse EANS. Et là, c'est enfin le bull market, là, le vrai grand départ du bull market pourra se mettre en place, même si, voilà, en réalité, hein, on pouvait le voir déjà à partir d'ici. Donc voilà un petit peu l'histoire, hein. Si ce break se fait, ce sera cette grande tasse séance qui sera en jeu. Et derrière, ça libérera beaucoup d'espace pour que le Bitcoin eh bien, s'exprime. Concernant l'Ether, la logique n'est pas exactement encore en place puisque là on est toujours sur cette résistance qui n'a pas encore été capturée, donc il va falloir eh bien, la breaker pour qu'on puisse se retrouver avec quelque chose de pertinent. Donc je vous rappelle, en gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, Bitcoin, on a besoin ici de breaker le nouvel ATH et juste avant, idéalement de consolider, hein, d'avoir ce petit break de volatilité que je vous ai dessiné en bleu. Et sur l'Ethereum, il va falloir que au même moment, eh bien, on casse ce niveau-là et qu'on puisse tout simplement se libérer. Alors à ce moment-là, je vous parlerai peut-être voilà, de quelque chose qui ressemblera à ceci. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc allez, je vais le laisser en pointillé comme ceci. Comme ça, ça me permettra de le garder en mémoire. Donc voilà l'idée pour le marché des cryptos. Vous allez le voir hein, sur la deuxième partie de la vidéo, on a le marché action qui est en train d'accueillir à nouveau une prise de risque de la part des investisseurs. Hein. L'ensemble des pays développés sont en breakout cette semaine, c'est un signal, c'est un gros signal hein, quand même. Donc ça veut aussi dire que les classes d'actifs à risque comme les crypto-monnaies devraient en profiter, les liquidités devraient potentiellement pouvoir se réinvestir dessus. Donc voilà, on va suivre de manière très proche hein, cette histoire de pivot et de breakout au cours des 2, 3, 4, 5 prochaines semaines. Allez, analyse de l'or, on va prendre l'or, donc côté en euros, une nouvelle semaine de hausse, donc
comme attendu, hein, ici, boum, le signal, ensuite ici, la validation du signal, et là, en l'occurrence, on est censé être dans quelque chose d'assez directionnel, d'assez haussier, un petit peu dans le style de ce qu'on a vécu juste avant cette consolidation. Donc ça, c'est l'image, on va dire, à court terme, hein, sur quelques semaines, et l'image à plus long terme, j'aime bien la rappeler, c'est que tout simplement, on est en train de verticaliser cette hausse sur l'or. Là, on a un premier objectif avec quasiment, alors si je vous mesure par rapport au niveau actuel, on a quasiment 50% de hausse, mais en réalité, on peut aller beaucoup plus loin. Ça va un petit peu dépendre de ce qui va se passer au niveau des politiques des banques centrales à travers le monde, donc de la Fed et de la BCE, et des niveaux d'inflation. On verra comment ils vont gérer ça, mais si c'est mal géré, ça pourrait éventuellement s'accélérer bien au-delà de ses limites. Mais en restant sur des bases connues, le momentum, hein, sur plusieurs cycles de marché, il est contenu, on a quand même une belle vision de ce qui est en train de se passer entre ces deux bornes en pointillé, donc de ce canal haussier, et donc on peut s'attendre tout simplement à déjà aller chercher la borne supérieure au cours des prochains trimestres. Je vous rappelle, hein, qu'on est sur des unités de temps longues, là on est sur une bougie, un mois, et ces signaux peuvent se timer sur de l'hebdomadaire, donc une bougie ici, une semaine de cotation. Idem pour l'or coté contre du dollar, une nouvelle semaine de hausse, vous le voyez ici, et sur du mensuel, la même logique, grand canal haussier, la dernière vague haussière ici, hein, qui est partie du bas vers le haut, si on la reporte du bas vers le haut, ici ou ici, ça nous donne à peu près, hein, les environs du haut du canal haussier. Ça nous donnera une zone où potentiellement on sera en surchauffe si on atteint cette zone-là au cours des prochains trimestres, des prochaines années. Et bien entendu, on pourrait éventuellement exploser cette zone si on part dans un climax ou un hyperclimax run lié à des mauvaises gestions de l'inflation et des banques centrales. Donc pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, vous voyez, on a quand même pas mal de potentiel. Est-ce que je recommande d'entrer sur l'or maintenant ou pas? Franchement, alors déjà, je ne fais pas de recommandations, mais moi, je n'achèterai pas d'or ici pour un trade directionnel, hein. Les achats d'or ou de prise de position pour des trades spéculatifs directionnels, c'est autour du pivot, hein. On a le break, on a la validation, et là, on peut s'amuser à éventuellement mettre en place une stratégie de suivi de tendance. Donc ici, si on est en train de trader une pattern en hebdo, ou ici, ou en mensuel, éventuellement ici avec un timing sur l'unité de temps inférieure. Sinon, là, on est déjà beaucoup trop étendu. Donc là, actuellement, l'or, le plus important, c'est simplement d'en avoir dans un portefeuille diversifié. Si vous n'avez pas d'or dans votre portefeuille diversifié, voilà, un portefeuille long terme avec je sais pas moi, du cash, une partie action qui est bien diversifiée à travers le monde, une partie éventuellement obligataire avec, je sais pas moi, des tips, des obligations monétaires à très court terme, c'est même pas des obligations, hein, ou du floating deposit en dépôt à terme sur des banques solides, quelque chose qui reflète bien le cycle inflationniste dans lequel on est en train de s'engouffrer depuis 2022 et qui devrait probablement durer une bonne petite décennie. Eh bien, avoir de l'or, qu'on soit d'ailleurs en cycle déflationniste ou inflationniste, c'est un prérequis. Voilà, c'est la base d'un portefeuille diversifié. La plupart des gérants de portefeuille à travers le monde, des family office, etc., n'en ont pas. J'ai un ami avec qui je fais du golf. Il m'a dit qu'il avait revendu 100% de son or parce qu'il était heureux de la plus-value de plus 30% qu'il avait réalisé, et que son banquier lui avait dit: l'or ne produit rien, l'or ne verse pas de coupons, l'or est une vieille relique barbare. Et à la place, le banquier va lui proposer des produits structurés avec des barrières désactivantes, des trucs à la con, qui historiquement, cet ami ne lui a jamais rapporté l'argent. Donc c'est un peu ça qui m'embête, c'est qu'il y a certains banquiers privés qui sont extrêmement pertinents, qui sont extrêmement bons, mais il y en a beaucoup qui vont juste chercher, qui sont des commerciaux, et qui vont vous juste chercher à vous placer des produits structurés à la noix, sur lesquels eux vont prendre des commissions, mais derrière, ils en ont rien à faire si ça marche ou ça marche pas. Et les 3 quarts du temps, ça ne marche pas bien. Donc voilà, ça c'était le premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, c'est arrêter d'écouter Warren Buffett. Franchement, je crois que cet individu, qui est d'une intelligence suprême et il est câblé émotionnellement comme un extraterrestre, a fait bien plus de mal chez les investisseurs particuliers que tous les banquiers véreux qui existent sur la place. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est capable de choisir des boîtes exceptionnelles
de tenir des positions pendant des décennies. Si vous regardez son portefeuille boursier au travers de toutes les crises financières, c'est un portefeuille boursier qui fait du moins 50, moins 60, moins 70%. Lui, ça ne change rien à sa vie. Quand vous mettez n'importe quel investisseur particulier ou même professionnel avec un portefeuille qui a baissé de moins 70% ou de moins 50%, et ça arrive régulièrement à chaque crise, c'est intenable. On dort mal, on n'est pas câblé pour ça. Il faut vraiment être dans une dynamique hors du commun. Warren Buffett est hors du commun. Ne suivez pas les conseils de Warren Buffett, sauf si vous êtes un être hors du commun. Et soyez honnête avec vous-même. Moi, je suis très honnête avec moi-même. Je ne suis pas du tout capable de tenir des positions à moins 70% pendant parfois 10 ans ou 8 ans en perte, en me disant je crois en la boîte, je ne regarde que le cash flow, les bilans annuels de la boîte et c'est tout. Non, non, on regarde quand même son compte boursier. Quand on voit que toutes ces économies, tout ce pourquoi on a travaillé toute sa vie, on a perdu les trois quarts, c'est pas quelque chose de tenable. Donc Warren Buffett, ok, super, génial, hein, c'est sympa si vous voulez vous créer une petite partie de votre patrimoine en action, que vous voulez pas acheter des ETF et diversifier votre partie action avec des ETF et que vous voulez faire vous-même votre stock picking. À ce moment-là, c'est une véritable passion, c'est un acte passionnel et obsessionnel que vous allez faire en écoutant Warren Buffett, etc. Mais diversifiez quand même votre patrimoine, hein. Ayez d'autres classes d'actifs pour pouvoir tout simplement accueillir les différents cycles économiques, les différentes crises financières, digérer la volatilité de votre portefeuille et tout simplement à l'amener à des niveaux qui sont enrichissants pour vous, vos enfants, vos petits-enfants et vos générations à venir. Mais ne faites pas du all-in sur du stock picking, sur des valeurs que de toute façon vous allez revendre au bout de 3 à 6 ans, dès que ces valeurs auront fait un moins 60%, vous n'allez pas tenir la position parce que vous allez douter, c'est juste pas tenable, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur... moi, je veux pas d'or parce que Warren Buffett a dit que l'or était improductif. Moi, je veux pas d'or parce que mon banquier m'a dit que ça versait pas de coupons, ça créait pas de valeur. Et à la place, mon banquier me propose des produits structurés à la con qui, à chaque fois qu'il me les a proposés, 2 fois sur 3, m'ont fait perdre de l'argent. Donc non, essayez de partir sur quelque chose de beaucoup plus constructif. La base du permanent portfolio est très bonne. Cette année, dans l'école, j'avais proposé le portefeuille Black Swan avec l'intégration d'une nouvelle classe d'actifs que sont les CTA qui ne sont pas censés être accessibles par les résidents européens dû à la loi MiFID II. Je vous rappelle qu'en tant que résident européen, vous pouvez passer par des juridictions telles que la Suisse qui vous permettent d'avoir accès à des ETF qui ne sont pas régulés, réglementés sous MiFID II. Vous pouvez aussi accéder directement à ces CTA en direct si vous avez des portefeuilles assez gros et donc pas passer par des ETF. En Europe, il y a beaucoup de CTA très intéressants. Donc voilà, vous pouvez créer des portefeuilles diversifiés qui délivrent sur 50 ans, 100 ans les mêmes performances, les mêmes niveaux de performance qu'un indice SP500, mais avec une volatilité qui est divisée par 4 ou par 5. Donc voilà, petit message à tous ceux qui font du all-in, du Warren Buffett ou qui achètent des produits financiers à la noix de banquiers privés qui ne sont pas bienveillants. Et je le répète, moi j'ai revu mon discours sur les banquiers privés. Il y en a beaucoup qui sont très pertinents. J'en côtoie des vraiment bienveillants, pertinents, voilà. Mais c'est pas du tout représentatif, hein. Pour être dans ce niveau de bienveillance, il faut être dans des sphères qui sont un peu plus élevées, il faut être dans du private banking. Vous allez pouvoir trouver ça voilà, quand vous êtes à un certain niveau de patrimoine, mais quand vous n'êtes pas sur ce niveau de patrimoine-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous allez tomber sur la plupart du temps des banquiers qui sont, de mon point de vue, juste des commerciaux et qui n'y voient que leur propre intérêt. Petit message perso à tous les élèves qui ont rejoint la session de mon école de bourse cette année. Donc dans 2 semaines, on va commencer les choses sérieuses avec l'ouverture du groupe privé, les vidéos hebdo, donc suivi des marchés, suivi des opportunités, screening, vidéos de questions-réponses. Bref, les nouveaux cours chaque semaine vont vraiment commencer. Là pour le moment, vous avez le pilier 1, enfin les fondations du pilier 1. Donc essayez de bachoter ça et dans 2 semaines, on va vraiment attaquer les choses sérieuses et la communauté va pouvoir se construire et interagir. Donc ça, je vous rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à l'école, s'il y a une place ou 2 qui se libèrent d'ici les 2 prochaines semaines,
et que vous voulez être mis au courant, eh bien, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Le lien est en description. Vous allez tomber sur cette page. Laissez votre meilleur email et s'il y a une place qui se libère, vous en serez informé au cours des 2 prochaines semaines. Analyse du SP500 avec une nouvelle petite semaine de hausse. Donc on est toujours en train de réaliser des nouveaux plus hauts historiques. Donc on peut partir du principe que la pattern n'est pas aussi longue que ça dans le temps. Moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus digeste, hein. Idéalement ça aurait été fait voilà, sur cette longueur d'ici la fin du mois d'octobre. Or là, bon bah voilà, hein. On a breaké la semaine précédente, on reste au-dessus de cette semaine, donc on peut partir du principe que c'est un signal haussier, hein, au sens de l'analyse graphique. Donc la pattern est une petite tasse et anse. Certains pourront appeler ça un petit triangle chartiste. En réalité, peu importe. Tout ce qu'on voit, c'est que la marge d'escalier est cassée à la hausse ici et qu'elle est validée. Le signal est validé cette semaine. Donc là, on est toujours dans cette dynamique. Le momentum, il est bien mis en avant par le canal en pointillé. On a ici en violet le premier objectif du bull market. Je vous rappelle en mensuel, hein, on a 2 grands objectifs. Le premier étant la taille, l'amplitude de la tasse séance qui a été construite pendant 2 années, entre 2022 et la fin de l'année 2024. On a breaké, là on a la première zone d'objectif. Et deuxième zone d'objectif qui est beaucoup plus lointaine en termes de temps et d'amplitude, qui est simplement la projection des 3 dernières jambes haussières du bull market initiées depuis la crise des subprimes de 2008. Et ça nous donne des objectifs en termes de temps et d'amplitude pendant l'année 2026 et quasiment avec voilà, 50% à prendre de supplémentaire par rapport à maintenant. Donc de mon point de vue, on en est qu'au premier tiers du bull market. On a encore beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est l'analyse du SP500, mais le Nasdaq va exactement dans le même sens, hein. Je vais vous montrer le Nasdaq. Hop là, en hebdomadaire. Donc là, le Nasdaq, on a cassé cette semaine. Donc je vous rappelle que moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps. Ça aurait été vraiment très, très propre et idéal. Mais voilà, on commence à casser sur l'ensemble des pays développés. Donc ça veut dire que la pattern, potentiellement, hop, elle est assez courte dans le temps. Et que là, on est en train d'assister à un signal de hausse sur l'ensemble des pays développés. Donc pays développés, je vais aussi vous parler de l'Europe. Donc je vais passer sur le DAX. Regardez-moi ce DAX. Boum, une énorme semaine de hausse avec un nouveau plus haut historique identifié sur le DAX. Comme vous le voyez sur les tracés ici, j'aurais souhaité, c'est toujours une déformation entre guillemets professionnelle. On veut toujours avoir un break de volatilité suivi d'un breakout pour avoir le maximum de clairvoyance et de potentialité sur un graphe. Bien entendu, ça n'arrive que très rarement et ce rarement, on arrive à l'identifier avec des screeners pour trouver des opportunités. C'est pour cette raison que je ne trade pas les indices boursiers et que je vais chercher mes pépites grâce à mes screeners sur notamment le marché action et plus rarement sur le marché des cryptos. Donc là, on ajuste un petit peu l'analyse et ça va nous donner, hop là, je vais vous dessiner, voilà, quelque chose comme ceci. Alors certains diront épaule, tête, épaule de continuation de tendance. Peu importe, on a une marge d'escalier, donc on l'a quand même bien dessiné. D'autres vous appelleront ça un élargissement chartiste ou une tasse avec la petite anse ici suivie du break. En réalité, comme je le répète chaque semaine, peu importe le nom que vous donnez à vos figures chartistes, le plus important, c'est que le pivot cette zone de pivot ait été travaillée à de nombreuses reprises et que sur la fin, la volatilité se contracte et qu'on ait le breakout. Donc là, hop, un nouveau signal de hausse sur les pays développés. Là, on est sur l'indice allemand. Et maintenant, sur le CAC 40, donc notre cher indice coco communiste. Donc là, vous le voyez, épaule, tête, épaule, tout ça est inversé. Et donc là, on a eu cette semaine un magnifique breakout. Donc vous voyez, la zone de pivot, elle est ici. On l'a cassé. Donc là, c'est un signal de reprise de tendance. Donc si vous voulez un objectif au sens chartiste de l'épaule, tête, épaule inversée, vous prenez l'amplitude et vous la reportez sur le pivot, ce qui vous donne un premier objectif chartiste sur ces niveaux-là pour le CAC 40. Le plus important cette semaine à retenir, c'est que sur l'ensemble des pays développés, on a eu un breakout qui s'est fait en quasi simultané. Donc c'est pas juste
La semaine dernière, on avait juste le SP500, on n'était pas du tout sûr parce que l'ensemble des autres indices des pays développés n'étaient pas en breakout. Là, cette semaine, on est en breakout, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu plus de clairvoyance et de confiance dans ce signal. Et ce signal nous informe une chose, c'est que une nouvelle dynamique haussière va potentiellement se remettre en place à partir de cette semaine. Vous savez, il y a toujours comment on appelle ça là, cette phrase boursière, ce dicton boursier qui dit sell in May and go away. Donc le go away, c'est il faut revenir à partir du mois d'octobre. Certains redoutent les cracks du mois d'octobre. Là, en l'occurrence, on arrive en octobre la semaine prochaine et on a un signal de hausse. Donc potentiellement, le mois d'octobre cette année devrait plutôt enclencher une nouvelle grande dynamique pour aller de octobre jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Hein. C'est un petit peu la saison bénite hein, pour les tendances haussières en bourse. Hein. C'est entre octobre et mai de l'année qui s'ensuit. Donc voilà, on a quelque chose de très sympathique hein, qui s'est passé cette semaine sur la classe action marché, pays développé. Donc petit rappel, hein, la liste d'attente est toujours active. On commence les choses sérieuses dans 2 semaines. Donc si une place se libère et que vous n'avez pas réussi à vous inscrire en temps et en heure à cette nouvelle session de mon école de bourse LSL 9.0, donc la 9e année de Le Spéculateur Libre, eh bien inscrivez-vous sur cette mailing list et eh bien si une place se libère, je vous enverrai un mail et vous aurez peut-être la possibilité de rejoindre la session en cours. Je vous rappelle que passé les 10 prochains jours, de toute façon, le programme, il respecte un suivi hebdomadaire, semaine après semaine, donc il est impossible de s'inscrire à l'école. Et je ne sais pas encore si, comme chaque année, je ne sais pas si ce sera la dernière session LSL. Peut-être LSL 9.0 sera la dernière session, donc profitez-en. Si une place se libère, c'est la dernière chance.